déclic vital. Recevoir un diagnostic d'une maladie grave comme le cancer ou une autre incurable est un vrai coup du sort. Je souhaite d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont reçu un diagnostic de se battre jusqu'à la victoire, jusqu'à la guérison totale et d'en sortir grandis, éclairés, transformés. Je leur souhaite de faire de ce combat une quête intérieure, une traversée difficile, certes, mais qui mène à la rencontre de soi, la version la plus authentique, la plus libre, la plus consciente de soi-même. Que ce diagnostic devienne une clé intérieure qui déclenche le fameux déclic vital. Pas celui qu'on simule au nouvel an, mais le vrai, celui qui aligne, celui qui guérit. Un alignement profond, celui qu'on ne peut pas tricher, celui qui traverse le corps, les émotions et l'âme. Celui qui fait taire les excuses et les contradictions internes. Celui qui transforme la peur en lucidité et la douleur en chemin vers la paix. Ce message est un hommage aux militants du cancer et toute autre saloperie de maladies incurables, à leurs familles qui les accompagnent, à tous ceux qui, en plein chaos, réussissent l'exploit de changer de vie du jour au lendemain. Tu l'as peut-être vu autour de toi. Des gens qui, après une annonce de cancer, par exemple, arrêtent de fumer du jour au lendemain, coupent l'alcool, se libèrent du sucre, se mettent à jeûner des jours, font du sport, parfois pour la première fois de leur vie, redeviennent maîtres de leur santé. C'est incroyable. Oui, mais ce n'est pas de la magie. C'est juste qu'ils ont compris au lieu de simplement savoir ce que dit la psychologie. Ce pouvoir de transformation repose sur un phénomène très concret, la résolution d'une dissonance cognitive. En psychologie, la dissonance cognitive, selon Festinger 1957, c'est ce malaise mental qu'on ressent quand il y a un écart entre nos comportements et nos valeurs profondes. Exemple, je bois tous les soirs, mais je veux être en santé. Je reste dans une relation toxique, mais je rêve de paix. Ce conflit intérieur est épuisant. Alors, on rationalise, on remet à demain, on se ment à soi-même, comme se dire « je bois que du léger, je ne prends que de la bière ». Ou alors « je ne suis pas si malheureux ou malheureuse ». Mais quand une personne reçoit un diagnostic grave, ce malaise devient insupportable. L'illusion tombe, la contradiction ne tient plus et tout s'aligne. Ce n'est plus « je devrais changer », c'est « je dois vivre ». Et là, quelque chose se répare à l'intérieur. La personne cesse de se trahir. Elle résout la dissonance. Et c'est ça le vrai déclic. La psychologue McBride 2003 appelle aussi un teachable moment, ce moment de clarté où l'émotion, le corps et la pensée convergent tous vers une seule direction. Ce processus est aussi expliqué par le modèle de la probabilité d'adaptation de Petty et Cacioppo en 1986. Pour qu'un message transforme durablement nos comportements, il doit être traité profondément, pas juste entendu, mais incarné. Quand cette cohérence intérieure se forme, le cerveau n'a plus besoin de lutter. Il ne négocie plus, il agit. Et ce changement-là, il est durable. Voilà le vrai pouvoir du déclic. Ce n'est pas de la volonté pure, c'est la fin du conflit intérieur.
Et c'est cette paix retrouvée qui ouvre la voie à la guérison ou à une vie profondément différente. Mais faut-il attendre un drame pour changer? Non. On peut déclencher ce déclic sans attendre. Maintenant, le vrai pouvoir, c'est de comprendre, sans choc, sans cancer, avec clarté, avec conscience. Parce que beaucoup d'entre nous vivent en pilotage automatique, dans des schémas inconscients hérités des automatismes appris dans l'enfance. Boire du soda ou de l'alcool, grignoter en cachette, se réconforter avec des sucreries était normal, ou la violence était subie ou observée, qu'elle soit physique, verbale ou émotionnelle. Alors une fois adulte, on risque soit de reproduire ces comportements inadaptés, des gestes ou des mots qui détruisent, même ceux qu'on aime, conjoint, conjointe, enfant, personne n'y échappe. Ou bien on les subit à nouveau, parce qu'on y a survécu et que notre cerveau a associé cette violence à une forme d'amour et de sécurité. C'est ce que la psychologie appelle le schéma de répétition. Freud 1920, Bowlby 1969, Van der Kolk 2014. Un mécanisme où l'on recrée des conditions familières, même si elles sont toxiques. Le psychiatre Bessel van der Kolk, dont le corps n'oublie rien, explique clairement: les personnes ayant subi des traumatismes précoces développent une tolérance anormalement élevée à la souffrance émotionnelle ou physique, au point de rechercher des situations de stress, de danger ou de rejet, simplement parce qu'elles sont familières. Et Gabor Maté, spécialiste de l'addiction, ajoute: ce que nous appelons des comportements autodestructeurs sont souvent des adaptations à un environnement de souffrance. Ce n'est pas un choix, c'est une survie. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi ce schéma destructeur. Ce sont des traces du passé inscrites dans ton système nerveux. Et le jour où tu en prends conscience, le jour où tu ressens que tu peux choisir autre chose, tu redeviens libre. Ce que tu crois être ta personnalité est parfois juste un mécanisme de défense. Mais ton cerveau est neuroplastique et tu peux changer. Ton système peut se réorganiser. Et ce changement-là, il commence par une compréhension profonde. Pas une morale, pas une injonction, une évidence incarnée. Alors, à ceux qui se battent et à ceux qui doutent encore, à tous ceux qui luttent, je vous souhaite la guérison, la lumière et la paix. Et à ceux qui attendent encore un choc pour se réveiller, mangez mieux, arrêtez une consommation de substances, ne plus subir des comportements inadaptés ou inacceptables en posant des limites claires. Enfin, vous réalignez pour vous retrouver. Sachez que vous avez cette force en vous, sans drame, sans maladie, juste avec un peu de clarté, de recul et beaucoup d'amour pour vous-même. Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner, parce que comprendre, c'est commencer à choisir. À la prochaine.